Bonjour à tous, bonjour Ouais. Sébastien. Bonjour Guillaume. Bon, on va vérifier si on est bien en ligne avant de démarrer. Et ensuite, on démarre. Alors, on est Est-ce en qu'on est connecté? effectif réduit là avec les vacances. Je vais vérifier moi-même. Alors, est-ce que nous sommes en ligne, mon cher Sébastien? Dites-nous dans les commentaires là, si vous entendez bien, si tout va bien. Ouais, c'est bon, c'est bon, Cette c'est fois-ci, on va bon. pouvoir demander d'où les gens nous se connectent. Vous pouvez préciser Oui, la oui. plage, vous pouvez préciser vos lieux de vacances aussi. Ouais, ouais, est-ce qu'il y en a qui se connectent à la plage? S'il y Très en a qui sont déjà sympa. connectés, qui sont déjà en Ouais. vacances, déjà en train de déconnecter pour le coup. Ouais, c'est ça. Ouais, dites-nous où vous êtes là dans les commentaires. On va attendre quelques minutes là, le temps que tout le monde arrive. Bonjour Chris. Faites-nous un petit coucou quand vous arrivez. Salut Delphine. Je crois qu'il faut que je te réponde à un truc, Delphine. J'ai pas eu le temps, j'étais en mission la semaine dernière. Bonjour LinkedIn User, l'éternel. Bonjour David. Et on avait quand même 300 et quelques inscrits sur ce live. Pour un live d'été, c'est quand même pas mal. Ouais, sur Delphine est sur à, la première semaine de à juillet. home. Ouais. Atome, ok. Bon, c'est top. Après, on a regardé, on a quand même près de 80% des personnes qui regardent le live en différé. C'est Eh vrai que oui, les horaires, 11 heures, tout le monde ne peut pas se libérer. Et en fait, on a une vingtaine de pourcents qui viennent en direct et 80% qui le regardent en décalé. C'est un peu moins participatif, mais c'est quand même sympa. Bonjour ouais. François. Ça permet à chaque personne d'avancer un peu plus vite. C'est ça. C'est intéressant aussi, hein, le replay. On peut même Ouais, revenir sur des sujets importants qu'on s'est notés. Ça ouais, nous arrive souvent. ouais, tout à fait, ouais. On va démarrer tranquillement. Ah, quelqu'un qui nous dit où il est. Christophe de Grenoble. Pas mal. Delphine, on ne sait pas où tu es, hein. Bonjour Ouais, Anaïs, on espère que tu vas bien. At home. Je connais pas ce village. Non, parfait. Bon, qui est en vacances là? Ou j'imagine que ceux qui viennent au live sont en poste, en vacances, vous avez autre chose à faire que venir voir nos têtes habituelles. Je crois qu'on en est à notre 50e live, quelque chose comme ça. C'est assez incroyable le nombre de lives qu'on a pu mener sur LinkedIn là, depuis quelques années. Ah, Aix-en-Provence, voilà. Bonjour Chris, Paris, pas mal. On avait pas mal de monde du Canada, etc. Mais c'est vrai que depuis qu'on fait les lives à 11 heures plutôt qu'en fin d'après-midi, on a un peu moins de monde qui ouais, je pense que participe en direct. Ouais. Mm. ouais, ça fait Ouais, super ouais. tôt pour eux, je pense. Bon, on se lance parce que comme d'habitude, on va avoir des gros sujets à traiter. On va parler des dernières innovations aux achats. On va discuter. Donc l'idée, comme normalement on n'est pas très nombreux, j'ai pas regardé, mais comme c'est l'été, on devrait être un peu moins nombreux. L'idée, c'est que les participants, vous répondiez, vous veniez contribuer sur le chat. On va essayer de se coordonner pour avoir un véritable échange. Et Colmar, bonjour Anne-Lucie, bonjour Hélène. Ah, ça y est, ça commence à arriver. Toulouse, bon, on est basé à Toulouse aussi. Et l'idée, ça va être d'avancer et de comprendre en fait que derrière l'approche des innovations, il y a une autre chose à comprendre, quelque chose de plus structurel qui permet de vraiment en fait saisir les dernières innovations. Mais sans plus attendre, quelles sont les dernières innovations applicables à notre métier? Sébastien, est-ce que tu as des idées? Puisque j'ai préparé le live. J'ai préparé le live sans toi. Tu m'entends, c'est bon? Oui, bah là, de toute façon, aujourd'hui, on va avoir beaucoup d'innovations autour de tout ce qui va être IA, Ouais, et pas juste l'IA où on l'utilise comme un chatbot. ouais, Mais on peut aller beaucoup plus loin. ouais, tout à fait. Ça va être un sujet absolument central hein, de ce live. Les autres, est-ce que vous avez des idées de justement de dernières innovations applicables à notre métier? Moi, je penserais tout ce qui va être data management, big data. Oui, ça bouge beaucoup, Ah, effectivement, dans ce ouais, secteur-là. ouais, ouais, ça bouge beaucoup, effectivement.
Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Le fait d'avoir des acheteurs dans les entreprises. Ça commence à être une innovation. On a vu dans certaines missions de consulting, avoir un acheteur en poste, ça commence à être une innovation dans beaucoup de sociétés. Figurez-vous. C'est vrai que on a des surprises parfois dans les entreprises. On a des entreprises qui sont quand même d'une taille assez importante avec des achats qui représentent plusieurs dizaines de millions d'euros et qui n'ont pas forcément de service achat. On se rend compte quand même qu'on est une fonction qui a besoin d'être mieux comprise par les directions générales. Aujourd'hui, il y a un amalgame qui se fait entre acheter, négocier. Du coup, on se dit qu'il vaut mieux, pour être un bon acheteur, il faut mieux être un technicien et faire une formation négo. Et du coup, on passe complètement à côté de ce qu'est le métier des achats. On aura le temps de prendre un peu de recul par rapport à ça. Les C'est nouveaux génial. logiciels. Et là, dans cette branche-là, on peut aller sur plein de trucs. La découverte, on peut faire des appels d'offres aux achats, en innovation. On découvre pas mal de choses assez intéressantes. En fait, on a un peu plusieurs mondes là qui s'affrontent. On va avoir l'acheteur ultra pointu qui essaie d'intégrer l'IA et l'IA de manière beaucoup plus efficiente qu'on pourrait l'utiliser pour à titre personnel. Et à côté de ça, on se rend compte que on a encore des énormes problèmes organisationnels avec des sujets de base à traiter encore dans les achats, dans lesquels effectivement c'est toujours extrêmement difficile d'intégrer de l'innovation. En fait, je pense que les innovations structurelles hors achat vont nous aider à aller un peu plus vite justement dans l'intégration de ces innovations. Analyse prédictive, très intéressant. Est-ce que Christophe, sur les analyses prédictives, tu pourrais étayer un petit peu plus ta pensée? Et Delphine, quel type de logiciel justement? À quel type de logiciel tu penses? C'est-à-dire quelles sont les fonctionnalités innovantes de ces logiciels? Par exemple, si tu penses à, je vais enlever la bannière, hop. Si tu penses par exemple à des SRM ou des ERP plus innovants, les analyses prédictives justement, Christophe, est-ce qu'elles sont intégrées est-ce que ce sont des analyses prédictives, des évolutions de coûts, des besoins? Est-ce qu'on est plutôt orienté à pro? Est-ce qu'on est plutôt orienté achat? C'est extrêmement intéressant d'identifier en quoi, par exemple, les analyses prédictives vont être innovantes et en quoi les nouveaux logiciels achats vont être innovants, puisque finalement, des SRM, on en a depuis des années. Euh, des ERP, on en a depuis des années. Qu'est-ce qui se trame en termes d'innovation autour de ça? Bonjour Majda. Les analyses de contrat. Ouais, tout à fait. Analyse de contrat. Alors, les analyses de contrat, c'est encore l'IA. Tu me dis si je me trompe, Christophe. Hein. Les analyses prédictives, si on est en dehors, par exemple, de la loi de Wilson pour l'étude des besoins de couverture en appro, je ne sais pas exactement ce que tu pensais par prédictive, mais ça va être encore l'IA finalement. Puisqu'en fait, la loi de Wilson n'a pas besoin d'IA. Elle pourrait peut-être rédiger les bons de commande pour nous. À voir ce que tu entends par prédictif. Tu vas nous dire un peu plus ce que tu as en tête. Des risques fournisseurs. Ah voilà. Identification des risques fournisseurs. Prévention des variations. Ah oui, d'accord. Ok. Là, on est sur de la prédictive beaucoup plus analyse de risque alors. Je vais mettre analyse de risque. Très intéressant parce que c'est un sujet qu'on va aborder durant cette analyse de risque. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Analyse de contrat. Ah, j'ai confondu, il y a Christophe Malgras et Christophe Gauthier. Oui, qui répondent en même temps, mais Ok. Delphine, sur les very good stock, par exemple, avec des incréments directs sur les niveaux de production. Ok, intéressant. Des incréments directs. là on est plus sur de l'outil, c'est Ouais. surprenant qu'il y a À pro. encore des nouveautés sur des outils à pro. Bah, c'est vrai quand tu sais que en réalité, tu vois, les incréments directs sur les niveaux de production,
par exemple Very Good Stock, je vais me renseigner un peu sur ce qu'ils font. Il faut savoir que par exemple, il y a maintenant 17 ans, avec Sage de l'époque, avec juste en maîtrisant nos stocks, en définissant des niveaux de couverture, en définissant des prévisionnels de vente qui sont évidemment toujours faux, hein, c'est pas une légende. Hein, en général, nous ce qu'on faisait, c'est qu'on se basait sur l'historique des ventes et des achats pour pouvoir formuler les prévisionnels de besoins, plutôt que de se baser sur les prévisionnels de vente, qui étaient souvent un petit peu aléatoires. En fait, avec ces informations-là, donc stock, prévisionnel, couverture cible, quantité économique de commande et délai d'approvisionnement, en fait, on arrivait à faire des formulations toutes simples, hein, soit directement via le logiciel SAP. À l'époque, on ne le faisait pas bien, hein, mais qui nous formulait en fait des suppositions de besoins, soit directement via des outils de planification qui étaient hébergés sur Excel et qui fonctionnaient à merveille. Hein. On a fait, pour information, quand même plus de 10 ans sans rupture achat dans cette entreprise-là. Et les outils en place, finalement, le sont encore aujourd'hui. C'est quand même assez... voilà, il va falloir quand même penser à se renouveler un petit peu. Mais effectivement, ça marchait très bien. Donc, à quel moment, finalement, les incréments directs sur le niveau de production peuvent être une innovation? C'est un peu ça la question que je te poserai, Delphine, si tu peux un petit peu pousser. Besoin de stock couplé avec la météo, la place des jours fériés, l'état des appros. Ah là, ça devient... ah ouais, Hélène, là, c'est peut-être ce que tu voulais dire, Delphine, d'ailleurs. Je crois qu'on rejoint un petit peu ça. Là, effectivement, besoin de stock couplé avec la météo. Donc là, en fait, l'innovation va être d'être capable, au-delà d'une loi de Wilson, par exemple, pour identifier les besoins, d'intégrer une dimension, non pas de saisonnalité, parce que ça, on peut le faire hein, avec en plus une dimension mensuelle des besoins. Hein. En fait, on réajuste les prévis de vente en fonction, finalement, des mois et des consos, en gros, hein, tout simplement. On identifie qu'on va augmenter la conso sur certains mois. Effectivement, parfois, les mois d'été vont être avancés de quelques semaines, voire mois, et vice-versa. Et c'est important de ne pas se rater. Les taux de change, les forecasts. Ouais, je trouve intéressant l'ajout un petit peu de variables qu'on ne pouvait pas ajouter avant, peut-être. Intéressant. On avance, Seb? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a C'est surprenant qu'on ait beaucoup de ouais, points d'attente, en tout cas d'innovation sur les appros. ouais, pas beaucoup En fait, d'achats. je pense que on va avoir des entreprises qui sont super équipées avec des gros ERP qui Ouais, utilisent aujourd'hui des méthodes industrielles en fait de ouais, gestion de supply chain, notamment on parle de MRP2 où on intègre dans le MRP2 beaucoup d'éléments entre le pilotage des ressources de production, des ressources humaines, des ressources financières, des évolutions de saisonnalité. On a déjà des choses qui existent et qui sont très 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 poussées, mais je pense que c'est un peu réservé au gros du secteur en termes de mise en place de ERP. Et je pense qu'on a peut-être beaucoup de petites finalement PME qui sont un peu embêtées parce que les micros ERP que l'on peut trouver n'intègrent pas forcément de modules très poussés de gestion des besoins comme on pourrait les retrouver aujourd'hui dans SAP, dans l'industrie. C'est vrai que sur Toulouse, on a beaucoup de sociétés dans l'industrie aéronautique qui sont souvent très très poussées sur la gestion du besoin. ouais. C'est vraiment quelque chose de clé. Je trouve très intéressant cette approche. Météo, on a dit promo, on a dit jour férié. C'est vrai que quand tu es en flux très tendu sur, par exemple, des produits qui ont une date de péremption très rapide, effectivement, notamment dans l'alimentaire, tu n'as pas le droit de te rater. Effectivement, en imaginant qu'on ait des IA qui soient capables de capter ça automatiquement. Alors les jours fériés, ça va. Les prévisionnels saisonniers en fonction de la météo, j'ai l'impression quand même que il vaut mieux quand même avant d'investir des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'euros en amont ou un peu trop tôt, un peu trop tard, qu'il y aura toujours une vérification humaine de ces sujets-là. Mais je trouve l'élément très intéressant. Je dirais que c'est beaucoup d'IA qui permet de faire ça. Dites-moi si je me trompe, mais ça peut être tout simplement une vision à 360 degrés de certains paramètres qu'un humain va pouvoir traiter
Et alors, une IA au milieu éduqué va pouvoir, avec certaines indications, encore plus rapidement faire des suggestions. C'est intéressant. Vous voyez, on est sur un live achat et on parle beaucoup d'appro. Et c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui que la fonction achat et globalement l'industrie intègrent principalement aujourd'hui l'IA sur des sujets, on va dire, très opérationnels dans le but de gagner du temps, d'automatiser certaines fonctions et finalement assez peu sur les sujets stratégiques. Et si vous regardez les études qui sortent sur l'IA, on se rend compte qu'en fait, l'IA menace beaucoup plus les sujets à très forte valeur ajoutée. Elle a des capacités de réflexion qui sont extrêmement puissants, donc des dimensions politiques, stratégiques, projets, plus que finalement des sujets très opérationnels qui historiquement peuvent être très bien gérés une fois que les outils sont bien paramétrés. Sans IA, évidemment, l'IA peut venir enrichir ça. Ouais, mais Ça après, vous parle à tout ce qui est gestion de la demande, c'est Hum, tellement aléatoire. En hum, fait, on se rend compte que si on commence à intégrer la météo, ouais, ça devient super compliqué. Alors, si on a un process de production court, c'est bien. Si ouais, on a un tout process à fait. de production long avec prise en compte de la capacité de chaque ligne de prod, bon, Hum, ça devient complexe des fois. ouais. Alors, quelques éléments intéressants. Pourquoi on parle d'IA aux achats en 2025? Alors, très clairement, là, dans tout ce qui est remonté, l'IA est centrale, hein. Le big data, aujourd'hui, il y a beaucoup d'IA dans le big data. La gestion de la donnée, ça a toujours existé finalement. C'est plutôt des technos des années 2000, 2010, le big data. Finalement, réellement, on vient y ajouter l'IA et ça augmente les capacités des achats. On va avoir évidemment, là, il y a des chatbots, des agents, etc. On va en parler. De nouveaux logiciels qui permettent de mieux gérer les appros, de faire des analyses prédictives, des analyses de contrats, donc des analyses documentaires, des analyses de risques extrêmement intéressantes. Ce qui manquait peut-être dans ce que vous avez proposé, ça va être des IA qui vont nous aider à mieux améliorer la performance économique, à mieux identifier les risques RSE notamment. Donc voilà, on a tout un... Mais tout tourne encore une fois autour de l'IA, c'est une vraie révolution. On peut dire aujourd'hui que l'IA, si on est Castorama, pour gérer les appros de Parasol, ça a du sens. Ouais, tout à fait, Hélène. Non, mais c'est clair. Non, non, mais c'est très pertinent et ça a du sens, très clairement, d'intégrer un plus grand nombre de paramètres grâce à l'IA sur les appros avec des logiciels. Et en gros, on se rend compte aujourd'hui que, effectivement, 70% des directions achats européennes auront intégré de l'IA d'ici à fin 2025. Ça, c'est quand même intéressant. Et que c'est une adoption qui ne se limite plus à de l'automatisation et de la génération de texte. Elle touche le pilotage stratégique, la RSE, la gestion des risques et le sourcing. Et la question aujourd'hui qu'on se pose, c'est est-ce que l'innovation n'est pas là où on croit? Est-ce que ce ne seraient pas les outils qui changeraient la donne, mais plutôt la posture de l'acheteur qui va lui permettre de réellement exploiter les innovations? On se rend compte que aujourd'hui, pour être capable, par exemple, de mettre en place des outils d'approvisionnement, c'est intéressant. Alors, je sais pas, je peux peut-être pas partager les images, j'ai pas anticipé sur les appros parce qu'on parlait achat, mais on est en plein dedans là en ce moment, Sébastien, parce qu'on accompagne on accompagne un client sur la structuration de ses appros et on se rend compte en fait que si on n'a pas correctement défini les nomenclatures des produits, si on n'a pas correctement renseigné ça dans l'ERP, etc., etc., mis en place un processus qui a une couverture appro suffisante, si on, qui ne se limite pas juste aux achats directs, mais qui peut élargir et donc on va avoir plus de données à traiter. Si on n'a pas cette base-là, on aura beau rajouter la météo, les jours fériés, etc., on ne sera pas du tout capable de coordonner tout ça. Donc, effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est la posture de l'acheteur et son expertise qui va lui permettre d'exploiter les innovations de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus pertinente. Delphine qui nous parle de barbecue, c'est là on est bien l'été, on a des parasols et des barbecues, là, c'est pas mal. Donc effectivement, c'est là où on se rend compte que ça joue. On se rend compte que les innovations, elles sont là. La question, c'est comment les saisir et quelles sont les méthodes pour les saisir. Et c'est ce qu'on va regarder durant cela. On va vous donner des exemples très précis d'intégration de l'IA aux achats, pas aux appros, effectivement, même si on est en plein dedans. Et c'est vrai que on est en train de consolider l'approche niveau 2 de maturité. On va en parler. Voilà. Alors pourquoi on utilise l'IA aujourd'hui aux achats, pour produire du contenu, pour améliorer du contenu, pour analyser des données, pour synthétiser l'information, pour brainstormer, pour démultiplier sa productivité. Par exemple, aujourd'hui,
Si on prend je pense que, ouais, si on prend des utilisations, déjà dites-nous là dans les commentaires si vous avez d'autres utilisations aux achats de l'IA. Mais par exemple, Seb, nous, au niveau de notre entreprise, où on échange avec des services achats, on fait parfois partie des services achats, et toutes les réunions qu'on fait aujourd'hui sont transcrites par l'IA. Pour moi, ça a été une révolution, notamment sur une approche commerciale, mais aussi sur des approches de diagnostic. Quand par exemple, la semaine dernière, j'étais à Rennes, je faisais un diagnostic des achats d'une structure, et j'ai rencontré 18 personnes en 48 heures. 18 rendez-vous d'à peu près de peut-être 45-50 minutes, dans lesquels ils m'expliquaient leur fonctionnement, leurs interactions avec les achats, les problématiques qu'ils avaient, etc., etc. Et en fait, là où avant, je prenais des notes et il fallait que je retienne tout, aujourd'hui, en fait, j'ai toute la transcription qui se fait par l'IA et qui me rédige des comptes rendus prêts à être utilisés. Donc c'est vrai que c'est extrêmement efficace pour pouvoir consolider l'information et ne pas la perdre, puisque derrière, je vais avoir ce qu'on appelle des PMO, c'est-à-dire des managers de projet en IA, dans lesquels je vais intégrer des informations qui va me permettre vraiment de travailler beaucoup plus facilement avec des assistants qui maîtrisent, en fait, qui ont en tête toujours tous ces échanges, ce qui va permettre d'être beaucoup plus pertinent dans les approches et dans la structuration des étapes suivantes. Donc effectivement, toutes les réunions aujourd'hui qu'on fait, eh bien, on va avoir de la transcription qui va être faite par l'IA. Ça va nous faire des comptes rendus de réunion automatiques, ce qui plaît beaucoup à Sébastien, parce qu'il faut savoir que Sébastien a un défaut. On lui a détecté un seul défaut en 8 ou 9 ans de collaboration, c'est que Sébastien est incapable de faire des comptes rendus de réunion. Voilà, il n'y arrive pas, il se fait soigner, hein, il a suivi Non, plusieurs cours. je prévois de les faire. C'est comme je prévois d'arriver à l'heure et je vais y arriver un jour. J'y arriverai un jour. Je l'aurai. Tu vois, regarde Sébastien Christophe qui dit pour la gestion des conflits internes ou avec un fournisseur, c'est souvent pertinent. Ouais, effectivement, Sébastien pourra en parler puisque il a aujourd'hui, lui, des IA spécialisés qu'il utilise à niveau professionnel et personnel pour venir gérer les conflits avec des prestataires, des fournisseurs. On l'avait vu ça, je crois, dans le live négociation, il me semble. Mais effectivement, Sébastien a des IA qui permettent de re-rédiger les mails de manière à vraiment orienter, c'est très très performant. Alors Christophe, ça dépend des solutions. Pour te donner un ordre d'idée, nous aujourd'hui, on est sur Google, donc on a des questions qui sont sympas. Pour répondre à ta question, Christophe, les IA qu'on utilise, donc nous on est hébergé sur Google Workspace, d'accord. Donc on utilise Google Meet principalement, mais on a aussi Zoom et on a aussi Teams. Et donc, en fait, en fonction des solutions, elles ont toute une solution de transcription. Et donc, en fait, on va lancer la transcription. Elle va arriver par mail. Alors, je peux peut-être te montrer comment ça fonctionne. Je vais te trouver une transcription par mail. Hop. Voilà. Hop. Je te trouve là une transcription. Alors là, c'est un rendez-vous de suivi. C'est un rendez-vous de suivi avec une de nos apprenantes, Sophie. Je sais pas si tu es là. Je me permets de partager le compte rendu de notre réunion d'hier. Donc en fait, imagine que je clique sur un bouton et j'ai une transcription qui se fait directement et qui arrive dans ma boîte mail et je reçois ça. Donc tu vois là, j'ai vraiment toute la transcription qui apparaît, tous nos échanges dans le détail. D'accord? Là, je l'aide sur un cas pratique qui est au sein de notre formation Black Belt, un cas pratique qui est assez délicat, assez complexe, où elle va nous présenter, structurer un tableau de bord, une stratégie en utilisant les IA, etc. On va passer ça en revue. Et voilà. Et donc, j'ai Gemini qui me propose un compte rendu, des notes. Et moi, là, ce que je fais en fait aujourd'hui, c'est que j'ai des IA spécialisées qui me permettent de rédiger des comptes rendus d'entretien. Je vais vous montrer. Je vais vous la chercher. Compte rendu d'entretien. Alors, ah oui, en fait, moi, c'est plutôt sur les offres, mais bon, passons. On a aujourd'hui je vous montre là, hop,
On a aujourd'hui des assistants qui nous permettent, en fait, imaginons que je voulais faire une offre à Sophie, eh bien, hop, je rentre la transcription directement, ici, toute la transcription, hop, et je lui demande de me générer, par exemple, une proposition pour Sophie. Alors, ce n'était pas le sujet, puisque là, on était déjà avec quelqu'un avec qui on travaille, mais regardez, hop, l'IA, Jordan, du coup, qui est spécialisé sur le B2C, voilà, il va me positionner qui est Sophie, quel est le profil type, voilà, il me pose plein de questions, et là, je lui dis, fais des suppositions, car c'est une mise en situation fictive. Et donc là, il va me faire des suppositions sur les éléments de la personne avec qui j'échange. Il va me préparer directement un compte-rendu de réunion que je vais pouvoir soit envoyer à Sophie, soit, voilà, là, il fait ses suppositions, voilà, hop. Et là, vous voyez, il me rédige le mail directement que je vais pouvoir envoyer à Sophie. Donc, une réunion de 1 heure va être retranscrite de manière extrêmement efficace directement. Voilà. Donc, c'est un exemple d'utilisation vraiment de l'IA sur des sujets, on va dire, qui sont très chronophages et qui deviennent beaucoup moins chronophages. Moi, aujourd'hui, je pense que je vais à peu près 5 fois plus vite qu'avant sur la gestion de mes rendez-vous commerciaux et surtout l'après-rendez-vous commercial. Ça me permet de passer plus de temps avec les personnes avec qui on discute, avec les apprenants, et moins de temps à essayer de faire des comptes rendus, d'analyse, etc. Ça libère pas mal le cerveau, ça permet d'être beaucoup plus efficace. Ça, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si ça répond à ta demande, Christophe. Mais voilà, ça, c'est des IA intégrées aux différentes solutions classiques de bureautique. Un agent IA pour convaincre les directions d'intégrer l'IA aux achats. Non, ça, Christophe, justement, c'est à nous de savoir le faire. Et je vais te montrer comment faire, même si tu sais déjà, on va voir comment faire et comment pousser ça. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres idées de comment on utilise l'IA aux achats? N'hésitez pas à nous les remonter, c'est intéressant. On va rentrer assez rapidement maintenant dans des mises en situation réelles. Alors ce qu'il faut comprendre, et c'est très important, il y a ce qu'on appelle les vraies ruptures et elles sont souvent invisibles au premier regard. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas t'intéresser à l'IA, tu vas dire ah génial, il y a des chatbots qui permettent de discuter et d'améliorer mes mails. Et donc là, tu vas te créer un compte gratuit sur, imaginons ChatGPT, où tu vas accéder à Copilot ou à Gemini, et tu vas commencer à discuter. Améliore-moi ce mail, typiquement. Donc là, on est sur l'amélioration du contenu. On copie-colle un mail, on dit améliore-moi la rédaction de ce mail. Et donc souvent, il va nous proposer des choses qui vont être plus ou moins pertinentes. Des fois, il interprète vachement et ça, c'est très désagréable. Et il va nous corriger les fautes. Mais finalement, des correcteurs d'orthographe, voilà. Et puis au final, la valeur ajoutée, elle est assez faible. Par contre, si on commence à avoir des intégrations au cœur des logiciels, d'accord, pour nous aider à rédiger nos mails, analyser le stockage de données, se connecter à nos logiciels de gestion des fournisseurs, des clients, et comme on vient de voir tout à l'heure, par exemple, faire des transcriptions des réunions et nous faire des comptes rendus automatiques que l'on peut envoyer par mail aux participants, c'est hyper efficace. Vous voyez? Donc en fait, l'innovation là, visible, c'est un simple chatbot pour discuter. Et puis en fait, là, finalement, les IA vont s'intégrer dans les processus, ça va être beaucoup plus utile. Par exemple, il y a quelqu'un qui l'a remonté tout à l'heure, des IA capables d'analyser les contrats. C'est top. Si je donne un contrat à une IA et que je lui dis analyse-le-moi, il va me faire une analyse de contrat qui va être assez pertinente. Mais l'innovation profonde, c'est quoi? C'est que chaque façon de rédiger un contrat, chaque activité est différente, etc. Et aujourd'hui, une IA à qui on donne un contrat et à qui on demande des choses sans l'avoir éduqué, sans l'avoir prompté correctement pour faire cette analyse de contrat selon notre façon de rédiger les contrats, nos particularités d'entreprise, etc., etc., elle va être beaucoup moins performante que si on crée un assistant qui est vraiment dédié à ça. Nous, aujourd'hui, on a justement un assistant dédié à ça qui fonctionne extrêmement bien et on se rend compte que c'est une des premières IA qui est développée, agent IA qui est développé par les sociétés conformes à l'IA. Beaucoup souhaitent avoir des assistants qui les aident à analyser les contrats, les cahiers des charges, etc. Et ils développent des IA spécifiques là-dessus. Une autre innovation qui est visible, on va avoir la capacité de préparer des supports de négociation, d'appels d'offres, etc. On va se connecter aussi à l'IA, puis on va lui dire j'ai une négociation avec un tel, est-ce que tu peux m'aider là, là. Et en fait, l'IA va répondre de manière assez pertinente finalement dans une première approche,
mais pour vous donner un ordre d'idée, elle va être, si là la réponse à une IA non préparée, non structurée, va être sur une échelle de 1 à 10, ça va être peut-être à 2. Une IA qui par contre va être spécialisée dans la décomposition de coûts, la préparation de négociations, etc., va être beaucoup plus efficace. D'ailleurs, je vais vous faire une démo juste après pour que vous puissiez voir à quel point c'est différent. Et ensuite, on va avoir bien sûr une visibilité sur, j'ai des IA qui peuvent m'aider à analyser des documents de confrères, par exemple des politiques achats, de fournisseurs. Ils vont m'envoyer une charte RSE, un bilan, des éléments de finance, de risque, etc. Et ça va m'aider à structurer une politique et une stratégie. Mais en fait, l'innovation profonde, c'est en fait finalement qu'on pourrait créer des assistants spécialisés qui vont nous aider au cœur des processus et non pas venir autour, s'intégrer au cœur des processus, s'intégrer au cœur des outils pour nous aider directement à construire, à co-construire même des politiques, des stratégies et des projets. Je sais pas ce que ça t'inspire quelque chose, ça, Sébastien, toi? C'est sûr qu'aujourd'hui, on a un réel besoin en entreprise de pouvoir capitaliser sur tous nos retours d'expérience et de pouvoir finalement utiliser ces retours d'expérience de la meilleure des façons possibles, tout en ayant cette capacité de venir rédiger, réaliser des documentations, des cahiers des charges, des consultations, de la plus belle des façons possibles, qui intègre évidemment toutes les problématiques que l'on a pu voir, que l'on a pu essayer de gérer tout au long de nos années. Et aujourd'hui, effectivement, on n'arrive pas à avoir effectivement cette solution complète. C'est souvent ce qui manque. C'est ce qui manque, c'est ce que les gens nous disent, c'est que l'IA, c'est bien. L'IA, elle est capable de faire des belles rédactions, mais l'IA se souvient pas. L'IA n'est pas assez adaptée à notre besoin. Là, on parlait tout à l'heure d'approvisionnement. On parlait, oui, la météo est importante pour les parasols et les barbecues. Puis finalement, on va se rendre compte que si on prend l'IA de manière générale, je ne vais pas dire que je suis une IA, mais en fait, moi, j'avais une réflexion plus axée sur gestion de production. Donc, je suis une usine de parasols et je dois livrer l'ensemble de mes clients. Donc, si j'attends que la météo me dise il fait 40 degrés pour commencer à produire mes parasols, je vais avoir un problème. Par contre, quand on est dans le retail, on va avoir un besoin qui est complètement autre, où là, en fait, on va avoir besoin de sauver un peu de place peut-être dans nos dépôts. Et là, pour le coup, anticiper à 7 ou 8 jours avant ces commandes et les augmenter parce qu'on sait que le thermomètre va dépasser les 30, c'est beaucoup plus viable. Mais ça, en fait, c'est encore une fois de l'expérience qu'il va falloir effectivement standardiser dans le cadre d'un assistant qui sait effectivement faire de la gestion d'appro, donc c'est ce que c'est que gérer des ruptures, mais qui va en plus être en capacité de s'intéresser à l'historique de l'entreprise, à son retour d'expérience. Ouais, et comme absolument, le retour d'expérience entre tous les acheteurs, c'est encore un autre problème, parce que on peut être, je sais pas moi, Christophe, spécialiste, tout connaître sur un sujet, ok, mais son voisin Benjamin, lui, n'a pas forcément eu cette remontée d'informations et on passe à côté de points essentiels. Mais c'est souvent ce qui se passe dans les entreprises. Hein. Quand quelque chose s'est mal déroulé, on va se rendre compte que oui, effectivement, souvent en plus, on sait pourquoi ça s'est mal déroulé et on savait l'anticiper, mais l'information est mal partagée. Ouais, tout à fait. C'est un véritable sujet, hein, et on va rentrer un petit peu dans le cœur de ça et des problématiques, en fait. Hein. Tout ça se résume bien sur le niveau de maturité, finalement, des organisations achats et sur la capacité à intégrer l'IA. On constate, en fait, qu'il y a aujourd'hui 3 niveaux d'intégration de l'IA. On va avoir les IA qui sont des utilisations ponctuelles sur des outils d'IA pour des tâches quotidiennes, des outils standards. Hein, c'est très important de l'avoir en tête, standard. Rédaction d'email, rappel de rendez-vous, réponse rapide. Une approche réactive avec un faible impact stratégique centré sur des tâches administratives. Ça ressemble assez bien finalement à ce qui a été évoqué parfois sur le début de la réunion. On va voir que ça touche aussi la partie numéro 2. Pas d'intégration dans les processus métiers clés, donc une faible contribution à la création de valeur organisationnelle. On se rend compte que ça reste sur une vision quotidienne, peut-être mensuelle, mais pas beaucoup plus.
Alors attention, Euh, l'approche réactive est déjà incroyable, hein. En termes de qualité oui, de rendu, l'approche réactive est déjà ouais, incroyable. ouais, ouais, non, mais tout à fait. Le D'ailleurs, problème, l'approche réactive peut le faire problème, semblant d'avoir une approche stratégique plus moyen terme. Mais effectivement, ouais, ça reste du réactif et ça permet de répondre du tac au tac avec une certaine forme qui laisse penser à une certaine préparation. Mais attention, elle fait l'illusion, mais sur le fond, ça n'a pas changé. On va avoir vraiment l'intégration de l'IA en mode projet ciblé. Donc là, c'est le déploiement d'initiatives d'amélioration spécifiques. Regardez, prévision des besoins, analyse prédictive. On rejoint exactement ce qui a été évoqué tout à l'heure. Des comportements fournisseurs, négociations ponctuelles. Là, on va être sur quelque chose d'un peu plus ciblé, un peu plus efficace aussi, hein. Et les projets IA sont gérés indépendamment des opérations stratégiques principales avec une efficacité réelle, mais limitée à des périmètres précis. Je vais avoir un petit assistant qui va m'aider à rédiger mes contrats. Je vais avoir un petit assistant qui va m'aider à préparer mes négos. Je vais avoir un assistant qui me fait l'analyse des bilans et de la santé financière des fournisseurs. Je vais avoir, vous voyez un petit peu l'idée. Là, aujourd'hui, les gains sont ponctuels et ne transforment pas en profondeur les processus achats. Et on va avoir l'intégration au niveau 3, hein, donc enfin le plus haut niveau d'intégration, qui est une intégration stratégique de l'IA au cœur des processus achats. Et là, on est typiquement sur les niveaux de maturité 4 et 5. Donc là, on est sur une IA qui est pleinement intégrée à la stratégie globale, qui est couplée étroitement aux objectifs de durabilité, de data management, avec un data management avancé, une gestion proactive des risques et une amélioration de la performance économique. On est vraiment sur le cœur de la fonction achat. Je vous rappelle, la fonction achat a 4 axes dans sa mission aujourd'hui. Hein, manager la performance économique, manager les risques supply chain, manager les impacts RSE et manager les attentes des parties prenantes. Pour ceux qui ne le savent pas encore, les achats, c'est 40 à 80% du chiffre d'affaires d'une entreprise et de ses impacts RSE. D'accord? En général, c'est plutôt 60% du chiffre d'affaires achat et plus de 80% des impacts RSE. On parle du scope 3, mais dans le scope 2, il faut savoir qu'il y a des achats aussi. Donc effectivement, c'est mesurer l'importance de la fonction achat sur les enjeux, notamment RSE. Et donc c'est pour ça qu'on est en première ligne pour répondre à ces obligations et cette évolution du monde de l'entreprise. Toutes les équipes achats exploitent systématiquement l'IA pour renforcer leur cœur de métier. Le cœur de métier. Quel est le cœur de métier des achats? Le cœur de métier des achats, c'est pas forcément de rédiger des contrats ou de préparer des négociations. Le cœur de métier des achats, c'est structurer des stratégies sur leur portefeuille, de déployer des projets, d'activer des leviers, de mener des appels d'offres, etc., etc. Donc là, il y a un vrai enjeu beaucoup plus structurel et priorisation stratégique des projets IA alignés avec les impacts majeurs sur la compétitivité, la maîtrise des risques et la création de valeur durable pour l'organisation. Donc, vous voyez, on a 3 stades d'intégration et plus on va avancer, plus finalement l'intégration intégrée dans le cœur des processus et dans les outils, au niveau appro, mais aussi achat, développement durable, RSE, va être aujourd'hui la clé des façons d'intégrer l'IA à un niveau, on va dire, performant. Qu'est-ce que ça t'inspire quelque chose, ça, Sébastien? c'est ce qu'on a évoqué juste, juste tout à l'heure. Ouais. Il y a juste un point où les gens peuvent se perdre un petit peu, c'est qu'on parle beaucoup d'IA, mais il y a quand même la structure, stratégie, Mm. data management, objectifs politiques, Ouais. qu'il ne faut pas oublier, qui sont un peu indépendants. On peut peut-être revenir sur la question de Christophe, comment convaincre la direction. Ben, je pense que si on essaie de convaincre la direction sur le niveau 1, c'est-à-dire dire que l'IA c'est incroyable et que ça va nous faire gagner du temps, bon là ça peut être compliqué que la direction se projette et se dise moi j'ai des Mm. problématiques potentiellement de sécurité, je sais pas trop ce qu'on peut faire avec, potentiellement l'IA peut dire n'importe quoi, les gens peuvent prendre tout pour argent comptant, versus on fait un panel un peu sécurisé, un peu structuré, où on voit bien que l'IA peut intégrer les éléments clés qui sont partagés par la direction et souvent pas assez bien repris ou pas assez bien compris ou pas assez bien intégrés par les équipes, et ben en fait la direction va se dire ah ouais, pour la première fois, ma vision va être appliquée si j'intègre cette vision-là dans mon outil IA Mm. que je mets à disposition des collaborateurs. Et ça Ouais. peut clairement permettre de convaincre la direction euh, en prenant ces exemples-là de mauvaise intégration, de mauvaise compréhension, Mm. euh, de mauvais partage. Ouais, tout à fait. Vous êtes les premiers à voir une évolution de la pyramide, hein. Vous savez que chaque année, on la fait évoluer.
là, elle vient de bénéficier d'un rafraîchissement. Et effectivement, ce rafraîchissement vient intégrer l'IA dans les niveaux de maturité. On se rend compte aujourd'hui que l'IA n'est pas une tendance. L'IA va transformer notre métier. Et aujourd'hui, notre capacité à savoir utiliser l'IA là où elle est la meilleure va nous permettre de faire une fonction achat de plus en plus performante. Et donc aujourd'hui, en même temps que la fonction achat évolue avec l'arrivée de la durabilité, du big data, du data management, eh ben, l'IA aussi vient se greffer à ça. Si on a trois grands facteurs qui viennent impacter la fonction achat. On a la RSE, l'IA et le data management. Et donc, notre capacité à intégrer ces dimensions-là dans notre action sur le terrain va nous permettre vraiment d'évoluer. Et on le voit sur la grande étude de maturité. Vous avez toute le webinaire qu'on a fait en début d'année sur le sujet. Et on voit vraiment que les fonctions achats sont en train de bifurquer vers un niveau 4 de maturité. C'est assez flagrant de voir qu'on est en train d'évoluer. Alors, on retrouve 5 niveaux de maturité. La gestion opérationnelle des commandes, avec une vision quotidienne, des ruptures fréquentes, un ERP sous-exploité, des stocks et des prévisionnels peu pilotés. Et on a une segmentation achat qui est absente ou perfectible. Ça, c'est vraiment typique de certaines PME qui n'ont jamais réellement structuré leurs approvisionnements. Une fois qu'on structure ce niveau 1, on arrive finalement dans le niveau 2. Et là, on va avoir une vision plutôt mensuelle, on va planifier les besoins, on va négocier avec les fournisseurs, on va avoir un focus sur la conformité RSE et on va utiliser de l'IA sur des actions quotidiennes. Typiquement, quelle commande je dois passer aujourd'hui? Je vais préparer une négociation avec mon fournisseur. J'ai tel EcoVadis qui me demande de rédiger une politique achat responsable. Ben, je vais prendre des politiques un peu à droite à gauche, je vais les mettre dedans. Il va m'aider à rédiger une politique. Elle aura rien à voir avec la suite, mais c'est pas grave. Ça me permet de cocher un indicateur et d'aller chercher de la conformité, d'avoir une bonne note en termes de RSE. C'est le premier niveau d'intégration de la RSE. On coche des indicateurs. Voilà. Le niveau 3, on va être vraiment dans le management des achats. En dessous, c'est pas des achats. Les appros, c'est pas des achats. Donc, c'est pas parce que tu négocies avec des fournisseurs et que tu planifies tes besoins que tu as un service achat. C'est quand même important de le préciser. La fonction achat, elle va être plutôt sur une vision annuelle. On va avoir un management économique par les leviers commerciaux, appel d'offres, massification, contrat pluriannuel, etc. On va à ce niveau manager le risque sur la supply chain, par exemple en mettant en place des sources, des contrats pluriannuels, des stocks tampons, des choses comme ça pour venir améliorer notre management du risque. On va avoir des achats responsables en mode projet, c'est-à-dire qu'on va identifier des sujets sur lesquels on peut travailler pour aller faire des achats responsables. On va avoir une IA qui est intégrée sur la forme de projets ciblés d'actions quotidiennes. On l'a vu, c'est le niveau 2-3 qu'on a vu tout à l'heure au niveau de l'intégration de l'IA. Et on va avoir un data management financier. Ce qui sort de l'ERP est juste. Et donc, puisque les appros ont une couverture suffisante, que tout a été bien fait. Et donc, on va pouvoir créer des outils de pilotage de tableau de bord efficaces. Pareil, pour ceux qui ne connaissent pas ça, allez voir sur notre page YouTube ou sur notre site internet. En fait, on a des guides là-dessus. On a formé des milliers d'acheteurs sur la structuration de tableau de bord. Donc, n'hésitez pas à y jeter un œil, c'est quand même important. Une fois que ça c'est fait, on va rentrer sur le niveau 4, le management transversal achat RSE, où là, on va vraiment avoir une vision pluriannuelle stratégique. On va aussi activer des leviers de performance économique commerciaux et on va y ajouter les performances économiques techniques, standardisation, éco-conception, amélioration de la productivité. On va avoir une vision beaucoup plus transversale. On continue de manager le risque. Et là, on va intégrer la dimension RSE et les attentes des parties prenantes. On va intégrer la RSE au processus avec une réponse aux objectifs de développement durable et ce qu'on appelle une conformité native. Ça veut dire qu'en fait, on ne va pas chercher à cocher des indicateurs, on va les cocher naturellement parce que c'est notre métier en fait d'analyser les choses en intégrant la dimension RSE par exemple. On va regarder ça juste après. L'IA est intégrée au cœur des processus et on va avoir un data management financier et extra-financier. Ça, c'est le niveau 4. Et le niveau 5, c'est une fois qu'on a couvert l'intégralité, enfin en tout cas la majeure partie des sujets, les 20% qui font 80% des résultats. On va être sur du management du développement durable avec une influence systémique, un management de la triple performance, une excellence opérationnelle, un pilotage consolidé des enjeux RSE, et on va être le levier numéro 1 de transformation et d'innovation des organisations. Voilà en gros les différents niveaux de maturité. Et en fonction des niveaux, on va être plus ou moins capable d'intégrer l'innovation, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions, les participants, là, dans les commentaires? Sébastien, avant de rentrer dans des mises en situation réelles, est-ce que tu as un commentaire? Non, rien de particulier sur le.
je pense qu'on attend tous les cas de mise en situation Ouais, pour c'est parti. pour mettre en valeur ce qu'on a évoqué en fait jusqu'ici. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc, pour ceux qui avaient participé au live négociation, bah, effectivement, sur un niveau 2 à 3 de maturité, on va avoir des IA spécialisés sur des sujets un petit peu déconnectés des processus, hein. La négociation, c'est quelque chose qui peut être un peu déconnecté des processus. Et donc, si on commence à structurer des IA qui sont processées pour bien faire le travail de décomposition des coûts, de préparation des négos, on peut avoir des résultats assez épatants. Alors, je vais en faire fonctionner une en live. On va utiliser Hector. Alors, j'ai préparé un petit texte. Pour ceux qui veulent voir la démonstration complète, vous allez sur le live YouTube et vous verrez tout le processus. Mais là, je vais aller sur Hector et je vais lui donner le travail qu'on a fait avec le travail qu'on a fait avec Achille en amont de décomposer les coûts sur des pneumatiques et Hector qui va m'aider à préparer une négociation sur des pneumatiques. Vous allez voir à quelle vitesse ça roule. Donc en fait, Hector est complètement processé pour structurer des négociations de manière très efficace. Hein, il a un process en fait qui intègre toutes les techniques de négociation, etc., ce qui va lui permettre d'être vraiment une force de proposition intéressante. Et je vais lui amener tout ce qu'a fait Achille, parce que quand on prépare une négociation, vous savez que quand on a la décomposition des coûts, c'est beaucoup plus efficace pour aller contrer une négo. Donc là, je me mets dans la situation où j'ai Michelin qui m'annonce une hausse de 6% sur mon budget pneumatique cette année, dans un contexte de faible marge et une augmentation qui est problématique. Je ne peux pas absorber cette hausse sans action. Il est donc crucial d'engager une négociation structurée pour protéger ma rentabilité. Imaginons que je sois un transporteur, par exemple. Voilà. Et donc là, je rentre tout le travail réalisé par Achille, pardon. Hop. Tout le travail réalisé par Achille sur la décomposition du coût. Je rentre pas dans le détail, hein, on va le laisser travailler. L'idée, c'est de se mettre en situation pour que vous puissiez voir la puissance de ce type d'outil sur un niveau 2-3 de maturité. Donc là, toute la décomposition est faite. Vous voyez, donc là, il me demande, donc je lui dis, il n'y a pas de contrat, pas de contrat, pas de formule existante, justification sur la base de la hausse du caoutchouc. Voilà. Et donc là, je lui réponds et je vais pouvoir, voilà, commencer à avoir une meilleure vision de la situation. Voilà. Et là, il commence. Voilà. Donc là, il lance la commande argumentaire os. J'aurais pu la lancer tout seul, hein, mais il la lance tout seul. Hein, il suit le processus. OK. Donc là, je lui dis de lancer argumentaire os. Tac, tac. Et là, il va me préparer un argumentaire pour contrer la hausse. Voilà, contester, démontrant le caractère excessif et arbitraire, proposé, hausse demandée 6%, justification du caoutchouc, part de formularisation de prix, justification incomplète, application de la formule sectorielle de révision. Vous voyez là, hop, ce que m'a proposé Achille me permet d'identifier la formularisation des prix. Voilà, 65% du prix, le caoutchouc c'est 10%, c'est le seul facteur qui est mis en cause par Michelin. Donc là, je peux lui dire le caoutchouc naturel a pris, imaginons que je prenne les cours, hein, a pris 5%. Donc là, il va encore plus pouvoir argumenter et me préparer ça. Et c'est comme ça qu'en fait, là où une négociation pourrait mettre énormément de temps à, vous voyez, ça y est, là, il m'a calculé la hausse que je dois prendre. 0,52. Ce qui est intéressant dans notre assistant, c'est que déjà il est expert pour faire de la négociation et comme on voit là, on lui a intégré en fait tout un ensemble de commandes. En fait, les commandes peuvent être des configurations complémentaires et ça, c'est ce qu'on vous apprend à faire dans notre formation pour pouvoir justement respecter potentiellement le process de l'entreprise avec des contraintes de l'entreprise, des contraintes système, des contraintes ERP, des contraintes toutes les contraintes que vous avez et vous créez justement vos différents leviers de commande. C'est ça. Et donc là, si vous demandez à un GPT basique non formé à la négo, en fait, il va pas vous proposer le même niveau de qualité d'analyse. Alors que là, vous voyez, ça y est, il me prépare tout. Je vais lui demander une fiche synthèse. Oui, globalement, si vous faites fiche synthèse, comme dans une discussion basique, on n'a absolument pas ce résultat-là. C'est ça.
Voilà. Et donc là, il va me préparer une fiche. Voilà, on va arrêter là sur l'exemple. Mais vous comprenez en fait que derrière, on est assez imbattable sur une préparation de négo. Alors évidemment, si à la base, on a fait correctement les choses et qu'on a un contrat pluriannuel avec des formulations de prix, on a moins à faire ce travail-là. Mais il faut reconnaître que c'est très utile dans un grand nombre de situations, surtout quand on arrive dans une entreprise en fin d'année, qu'il y a plein de hausses à gérer. On peut vraiment venir assez rapidement réduire l'impact de ces hausses et peut nous fournir un format Word ou PDF dans la foulée. C'est extrêmement performant. On l'utilise très régulièrement. Voilà pour un niveau 2, 3 de maturité, même 1, 2, 3, on peut l'utiliser à un niveau 1 de maturité, beaucoup le font. Voilà. Ensuite, on va rentrer par exemple dans une analyse plutôt basée sur les politiques achats. Donc là, ça va être assez intéressant. Je vais couper la vidéo. Et en gros, ici, vous avez un exemple de structuration d'une politique sur McDonald's France. Vous le voyez là en live. Et donc, il va nous rédiger, Marcel, une politique achat responsable qui va être complètement formatée pour répondre à la suite, c'est-à-dire à la dimension stratégique et projet. Hein. Une politique qui est complètement déconnectée du reste, ça fonctionne pas. Une politique doit définir quelle est notre mission, les 4 axes de notre mission, performance économique, risque, RSE et parties prenantes, et derrière, s'ancrer dans les objectifs du développement durable, ce qui va permettre d'avoir une politique qui est vraiment solide et qui va être pleine de sens et du coup fédérer les équipes en interne. Donc voilà, je vous laisserai regarder ça. Pour ceux qui souhaitent recevoir la présentation, vous commentez, faites un commentaire, je souhaite recevoir la présentation et on vous enverra le lien très rapidement. Vous voyez ici, et ça nous structure complètement la politique, c'est assez bluffant. Vous voyez les ODD, tout est calé. Le bon truc. Ah, super. C'est un peu tard pour me le dire, non? Alors, bon, je vous remets, mais en gros, voilà, on voit l'IA qui travaille sur l'ensemble des éléments, qui nous présente toutes les étapes de structuration, la mission, voilà, on intègre ça dans un fichier qui est prédéfini. Pour information, les 2 IA qu'on vient de vous montrer, Hector et Marcel, sont disponibles gratuitement sur notre site internet, Espace Ressources. Vous allez télécharger les IA et vous pouvez y accéder sur leur version GPT. Vous avez juste besoin d'un compte ChatGPT et ça vous permet de le faire. C'est déjà un super outil. Donc, pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas. Tu vois bien la présentation là? Oui, très bien. Bon, super. On va passer ensuite à une approche encore plus stratégique. Donc là, on a ce qu'on appelle les IA spécialisées dans la structuration de stratégie. Je vous ai mis une vidéo ici. Je vais vous montrer sur le logiciel directement. Donc en fait, vous voyez comment les IA s'intègrent au logiciel. On voit bien le logiciel, c'est bon, Seb? Oui. Imaginons que je fasse une analyse sur une famille bouteille dans une entreprise qui fait du vin ou des huiles ou autre. Eh bien, regardez ici, pour chaque élément, pour analyser les matérialités des enjeux de mes familles d'achat sur mon portefeuille, je vais avoir des IA qui sont directement intégrées au logiciel, sur lesquelles je vais pouvoir cliquer et aller identifier quelle est l'importance de cette famille d'achat sur mon chiffre d'affaires pour définir une note rationnelle. Elle va nous poser les bonnes questions, nous aider à alimenter nos réflexions, à enrichir nos réflexions. Et ensuite, on va pouvoir ici intégrer une justification de notation qui va me permettre derrière, si demain j'ai des vérifications qui sont faites par un auditeur ou qu'on vient me questionner sur le pourquoi du comment, je suis capable de donner les justifications, d'ajouter un document aussi de preuve pour vraiment pouvoir tracer complètement la qualité de mon analyse et pouvoir justifier d'une position stratégique sur la performance économique, sur le risque, sur la RSE. Alors là, c'est très intéressant, votre analyse de double matérialité, achat, mais vous pouvez mettre n'importe quel autre sujet. Elle est directement faite ici. Donc, vous avez toute une analyse sur tous les ESRS de la CSRD. Vous pouvez intégrer les indicateurs EcoVadis, indicateurs RFR, tout ce que vous voulez. Finalement, s'intègre très facilement. Et vous avez encore une fois des assistants qui sont là pour vous aider à structurer ces indicateurs-là. Pareil pour les parties prenantes. Et donc, en travaillant de cette manière-là, vous arrivez sur des approches matricielles qui vous permettent très simplement de venir faire vos analyses. Vous voyez ici, on voit les différentes familles. Je pourrais mettre par exemple le stockage externe, je crois qu'il est là, voilà. On voit apparaître les différentes familles d'un point de vue stratégique et on va avoir ici les notations. C'est par exemple la famille bouteille est une famille avec un indice développement durable de 8006 sur 10 000. C'est une famille stratégique impact externe prioritaire avec une note de 9,1 sur la performance économique, 8,8 sur le risque, criticité RSE 8, etc. Ça vous permet en fait de structurer des plans d'action beaucoup plus rapidement avec une approche très rationnelle. Et là, on est complètement boosté par l'IA
Voilà, on va pouvoir structurer un plan d'action comme ici, par exemple. Vous voyez, tac, tac. Je choisis quelle famille je travaille en premier. J'ai mon plan d'action d'entreprise et ça permet en fait d'avoir une approche beaucoup plus rapide et voyez sur des sujets très stratégiques appuyés par l'IA. Donc pour ceux qui souhaitent, je dirais, le voir plus en détail, vous avez ici une vidéo qui vous permet de voir exactement toutes les étapes et comment ça fonctionne. C'est assez enrichissant. On a également des IA sur la gestion de projet. Ça, c'est souvent celle qui plaît le plus. Par exemple, si vous décidez de lancer un projet, vous avez identifié que les bouteilles est un sujet stratégique, eh bien, vous allez être aidé par des IA. Vous voyez, elles sont là. Elles sont prêtes à travailler pour vous. Et en fait, vous avez des IA qui vous aident à identifier tous les leviers pour aller améliorer la performance économique que vous pouvez activer sur cette famille-là. Hein, là, on en a 35. Hein, ça va de l'appel d'offres jusqu'aux enchères inversées, l'optimisation de certains facteurs de coût, le make or buy, la rationalisation du panel, les groupements d'achat. Vous avez énormément de sujets pour aller optimiser vos coûts. Pareil pour le risque, comment je vais pouvoir manager mon risque. Pareil pour la RSE, comment je vais pouvoir manager ma RSE. Et pareil pour les parties prenantes. Et en fait, vous avez à chaque fois des IA qui viennent vous aider au cœur des process pour travailler, ce qui vous permet à terme d'arriver comme ici avec un bilan sur la famille bouteille où on sait qu'on a 28 millions de budget, 9 000 tonnes de CO2, et on va être capable de donner, de présenter qu'on va réduire les indices, voyez ici, en activant des leviers, on va pouvoir réduire les coûts de 5 700 000 euros, baisser le risque de 35%, baisser les impacts RSE de 3 200 tonnes de CO2, et derrière d'avoir une gestion beaucoup plus efficace des projets. Et donc, vous voyez, les IA s'intègrent partout dans les processus. Vous en avez ici aussi sur l'excellence opérationnelle. Vous allez pouvoir complètement intégrer. Vous avez ici Léonard qui vous aide à identifier tous les éléments relatifs à votre organisation pour pouvoir derrière identifier votre niveau de performance et vous proposer des plans d'action. Donc, vous voyez, l'IA qui s'intègre aujourd'hui au cœur des processus est une IA beaucoup plus exploitée à son plein potentiel. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? En tout cas, ça inspire que pas mal de monde veut La présentation, ouais. Vous faites bien, en tout cas, de parce que effectivement, cette fois-ci, il n'y aura pas de lien à cliquer pour recevoir la présentation. Donc, il faut le demander en commentaire, si vous voulez la présentation. Donc, tous ceux qui l'ont fait, là, il n'y aura pas de souci. On vous enverra tout ça. En résumé, on se rend compte aujourd'hui que les innovations qui touchent le métier des achats sont finalement très impactées par l'IA parce qu'en fait, ce qu'on appelle innovation, la digitalisation aux achats, la RSE, le management du risque, qui sont des approches un peu nouvelles, finalement, sont des approches qui ont déjà entre 15 et 20 ans dans leur approche et l'IA vient accélérer ça. Et donc, l'innovation centrale, c'est vraiment l'IA aujourd'hui qui permet de travailler beaucoup plus vite sur ces sujets-là, d'être entouré d'experts digitaux qui vont nous permettre d'avoir une approche beaucoup plus structurée, de brainstormer, d'enrichir notre façon de faire, d'améliorer notre productivité. Mais ça se fait, en fait, finalement, uniquement à partir du moment où l'acheteur change de posture. Si ton métier, c'est de négocier et de passer des bons de commande à l'arrache, bah, en fait, l'IA, tu vas rien en faire. Plus tu vas monter en maturité, plus tu vas pouvoir structurer les choses efficacement. À bientôt, François. On est déjà à l'heure? Et ouais, ça va vite. Ah oui. Ouais. Donc, pour terminer, ouais, dites-nous dans les commentaires si vous souhaitez recevoir la présentation. Pour terminer sur ce live sur les innovations aux achats, aujourd'hui, les innovations sont finalement très liées à l'IA. On va avoir aujourd'hui quelque chose de central autour de notre capacité à saisir l'IA. Et elle va venir accélérer notre façon de gérer nos appros, notre façon de gérer nos négociations, de gérer nos appels d'offres, de gérer nos analyses stratégiques, notre rédaction de politique, notre gestion de projet, notre génération de livrables à forte valeur ajoutée. Et elle ne sert qu'à accélérer notre façon de faire des choses qu'on aurait déjà pu faire sans IA, mais qu'on aurait eu beaucoup plus de mal à faire. Et aujourd'hui, ça nous permet, par exemple, dans le quotidien, de travailler beaucoup plus vite sur des résumés de réunions, des choses comme ça. En fait, aujourd'hui, un acheteur qui sait utiliser l'IA sur les sujets opérationnels et stratégiques va être complètement ce qu'on appelle un acheteur augmenté. C'est-à-dire qu'en fait, je prends ici un acheteur augmenté, c'est quelqu'un qui va arriver avec une approche qui va lier niveau d'expertise et maturité.
ce qui va le rendre capable de savoir utiliser l'IA là où elle est vraiment efficace sur toute la chaîne de valeur. Et c'est ça qu'on appelle aujourd'hui un acheteur augmenté. C'est niveau de maturité fois maîtrise de l'IA égale acheteur augmenté. Et en dessous d'un niveau 4, c'est-à-dire si on ne sait pas intégrer la RSE, si on ne sait pas structurer du data management efficace, si on n'a pas d'approche processée pour structurer des politiques, des stratégies, des projets, on va avoir du mal à vraiment saisir l'IA là où elle est forte, parce que c'est finalement d'une certaine manière l'IA qui nous dominerait, alors que dans l'autre axe, on va plus piloter l'IA, travailler avec l'IA, comme si on avait une équipe autour de nous de spécialistes, et ça nous permet d'aller beaucoup Ouais, plus loin. elle est Ouais. forte dans les livrables, mais concrètement, il faut vous créer la structure. Justement, cette fameuse structure, de toute façon, qui définit finalement un peu votre niveau de maturité. Ouais. Et cette structure qui doit être connectée à l'IA, et l'IA, effectivement, va vous sortir des éléments calibrés. Vous pouvez vous appuyer sur ce qu'on vous propose, en tout cas pour si ça fait du sens par rapport à votre organisation, ce qu'on vous propose et les difficultés que vous avez. On est là justement pour vous aider et voilà, derrière, sinon, se former pour pouvoir le faire vous-même, en fait. Le faire vous-même, finalement, faire vos propres assistants, selon vos propres méthodologies, selon vos propres façons de faire, façons de négocier. Voilà, on a vu les différentes commandes que l'on a. On sait très bien que les façons de faire quand on est dans le retail, quand on est dans la prod, quand on est dans la grande distribution ne sont pas du tout les mêmes. Et donc ça, en fait, il faut l'expliquer et le concevoir dans l'outil. Ouais, tout à fait. C'est c'est un véritable sujet et c'est vrai que aujourd'hui, ça peut transformer complètement l'approche que vous avez du métier, vous sortir de certaines situations, vous permet d'avoir une approche beaucoup plus qualitative qui peut complètement décloisonner les freins que vous pouvez avoir en interne. Ça peut vraiment vous aider à avoir une approche plus incisive, plus moderne, plus efficace et vous faire gagner un temps précieux. Christophe, pour parler de la sécurisation des données transmises à l'IA, ça va dépendre des technologies. Aujourd'hui, tu as moins de risques avec les IA que quand tu mets par exemple tes données sur un serveur qui est hébergé sur Microsoft ou Google ou par exemple Amazon. En réalité, dans les trois que j'ai cités, je pense qu'il y a 99% des organisations qui stockent aujourd'hui sur ces solutions, à part celles qui sont encore sur des serveurs internes, mais c'est extrêmement risqué aussi. En réalité, aujourd'hui, l'information est stockée dans des univers qui pourraient être accessibles. La réalité, c'est que elle n'est pas vraiment utilisée, cette donnée-là, dans les cadres de fonctions entreprises. Il y a des protections qui sont mises en place. Aujourd'hui, l'IA est stockée sur, en tout cas, ça dépend des facteurs, mais sur notamment GPT qu'on a montré, qui est la solution la plus performante. C'est stocké sur AWS, qui est la solution d'Amazon, qui est le leader mondial. Voilà. Et aujourd'hui, ChatGPT n'utilise pas les informations qu'on lui donne pour améliorer ses GPT. En fait, c'est un cercle fermé, c'est des IA génératives. C'est pas aussi simple que tu mets un fichier puis quelqu'un va y accéder. Ça marche pas du tout comme ça en fait en réalité. Oui, puis Donc il n'y on a l'a pas vraiment de paramétré. risque. On Oui, l'a c'est ça. paramétré, là, on n'en parle pas vraiment, mais en fait, on a tout un ensemble de paramètres à intégrer justement dans la configuration de l'IA pour faire en sorte effectivement que les données ne soient pas utilisées. Alors, la problématique, ça serait que les données soient utilisées pour améliorer le modèle IA et que les données soient conservées dans une boîte où toute entreprise concurrente pourrait aller piocher. Bon, ça n'existe pas. De toute façon, c'est ce que disait un peu Guillaume. Mais après, voilà, on a les options de confidentialité à activer. Quelque chose de très simple et de très bête, si vous utilisez ChatGPT à titre personnel, ce qu'on voit beaucoup là aujourd'hui au niveau des personnes que l'on accompagne. Et les entreprises, forcément, souvent bloquent. On ne sait pas trop pourquoi, par méconnaissance. Puis en fait, on a des acheteurs qui utilisent quand même ChatGPT. Il faut savoir que dans ChatGPT, vous avez un mode éphémère en termes de conversation. Et en utilisant ce mode éphémère, c'est ni enregistré, ni utilisé, et c'est quand même bien pratique pour pouvoir éviter que la moindre donnée confidentielle disparaisse. Il y a plusieurs niveaux de confidentialité des données. Ce qui est important, c'est en fait, c'est de peser les avantages de performance et de ce que ça permet de faire versus les risques, entre guillemets, de fuite de données.
L'important étant de segmenter les choses. Hein. Vous voyez, chaque IA a des fonctions différentes. Du coup, c'est vrai que c'est aujourd'hui, le niveau de risque est assez faible. Mais c'est la première question qui remonte. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est stocké sur les grands leaders du stockage d'informations mondiaux, qui sont effectivement majoritairement américains. C'est vrai. Il y a des solutions qui arrivent sur d'autres solutions de stockage, évidemment. Mais aujourd'hui, il n'y a pas plus de risque avec l'IA qu'il y en avait avant, en fait. En réalité, c'est un faux problème. Mais un vrai sujet je dirais, de souveraineté européenne aujourd'hui, compte tenu du contexte. Voilà. Nous, aujourd'hui, sur le logiciel, par exemple, les informations que l'on donne sont à dimension stratégique, mais en réalité, qui les utiliserait? C'est-à-dire qu'en fait, quel est l'intérêt d'utiliser ces informations? Elles sont inexploitables en dehors de ceux qui les ont développées, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de risque, concrètement, direct par rapport à ça. Merci à tous. On vous envoie le lien de la présentation pour ceux qui ont commenté. Je le ferai, je pense, cet après-midi ou demain. Et puis, merci Sébastien. Et puis, bon appétit, du coup. À très bientôt. Merci à tous. À Ciao, bientôt. ciao. Et bonnes vacances pour ceux qui partent en Oui, bonnes vacances. vacances. Ouais. On se revoit en septembre, je crois. Il n'y a pas d'autre live. Je suis pas sûr. Faut que je vérifie. À plus tard.